Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on évoque le système que John Law met en place pour proposer d'épurer rapidement les dettes colossales de l'État français. Avec sa nouvelle banque et ses billets, comment le régent pourrait refuser une telle offre? Vous voulez en connaître plus sur le système de John Law? Venez avec moi. Dès la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, s'installe une forte réaction nobiliaire. Réduite au silence par le feu roi, la noblesse de robe prend sa revanche le 2 septembre 1715. Le Parlement casse le testament de Louis XIV qui limitait le pouvoir de son neveu, le duc d'Orléans, à la présidence d'un conseil de régence et confère au duc la plénitude du pouvoir, évinçant ainsi le duc du Maine, fils aîné légitimé de Louis XIV, auquel le testament confiait le commandement de la maison militaire et la surintendance de l'éducation de Louis XV, alors âgé de 5 ans. En outre, en échange de l'abolition du testament, le Parlement se fait restituer par le régent son droit de remontrance le 15 septembre et donc son pouvoir de contrôle politique que Louis XIV avait aboli. Dès 1718, la robe usera de son droit pour s'opposer aux édits de finances. La haute noblesse prend aussi sa revanche sur le précédent règne qui l'avait écarté du gouvernement au profit de la bourgeoisie. Circonvenu par son entourage, notamment le duc de Saint-Simon, le régent lui rend le pouvoir. Le 15 septembre 1715, il instaure un nouveau système de gouvernement, la police synodie, dans lequel les ministres et secrétaires d'État sont remplacés par 8 conseils dominés par de grands seigneurs, les ducs d'Anquetin, de Noailles, de la Force, le marquis d'Uxelles. Le conseil de conscience que le régent a ouvert au cardinal de Noailles et aux jansénites par réaction à la politique de Louis XIV contre les jansénites, entre en conflit avec la majorité des évêques partisans de la bulle Unigenitus. À la mort de Louis XIV en 1715, les finances du royaume de France sont au plus mal. La charge annuelle de remboursement de la dette atteint 165 millions de livres, alors que les recettes fiscales ordinaires ne dépassent pas 69 millions de livres. Dans les caisses, il ne reste que 800 000 livres de trésorerie. C'est dans ces conditions qu'arrive à Paris un Écossais de 45 ans, dénommé John Law, qui va résorber la dette par un coup d'audace sans précédent. John Law s'est acquis la réputation d'un dandy débauché. Obligé de s'expatrier, il court l'Europe et acquiert une fortune colossale, en usant de ses dons exceptionnels en mathématiques et dans la spéculation. En 1705, de retour en Écosse, il publie des considérations sur l'argent et le commerce. Dans cet ouvrage d'économie en avance de 2 siècles sur son temps, le financier montre que la prospérité d'un pays est liée à l'abondance de monnaie et suggère la création d'une monnaie de papier indépendante des arrivages de métaux précieux d'Amérique. À Paris, où son habileté au jeu lui permet de faire la connaissance du régent, John Law convainc celui-ci qu'en subsistant alors une monnaie de papier, il sera possible de relancer l'investissement des particuliers et surtout d'éteindre la dette de l'État. Pour bien comprendre l'introduction sous la régence du papier-monnaie, il faut se rendre rue Quincampoix à Paris un jour de mai 1716, au siège de la toute nouvelle Banque Générale que John Law a créée et qui est de fait la première banque centrale du pays. Son but est, sur le modèle de la Banque d'Angleterre, fondée quelques années plus tôt, d'accélérer la création de richesses en facilitant la circulation de la monnaie, grâce en autre mesure à la substitution de l'or et des pièces par du papier-monnaie. Les Français apprécient ces billets plus faciles à manipuler. Grâce à cette innovation, John Law restaure la confiance des Français dans leur monnaie. Mais pour lui, ce n'est qu'une première étape, car John Law veut aussi redresser les finances du pays que Louis XIV a laissé dans un état épouvantable. En 1715, la dette dépasse les 2 milliards de livres et ses intérêts coûtent 165 millions par an, alors que les impôts et taxes du pays n'en rapportent que 69 millions. John Law a une solution radicale. Elle consiste à racheter les différentes dettes émises par les gouvernements précédents à des taux variés pour les remplacer par une dette unique, à taux nettement plus bas. Pour cela, il va créer une société, la Compagnie d'Occident. C'est une société qui inspire la confiance car son capital est souscrit en partie par la nouvelle banque centrale. Mais la compagnie se finance aussi en émettant des actions et des obligations.
Celles-ci sont payables en argent liquide ou, et c'est là la subtilité de la manœuvre, en titre de la dette publique, d'un même montant, alors que ces titres s'échangent sur le marché au tiers de leur valeur faciale. Les épargnants se précipitent rue Quincampoix pour acheter ces titres. Au total, ce sont près de 2 milliards de livres de dettes publiques qui sont troqués contre de bouts de papier promettant une rente de 3% annuelle. Bonne affaire pour l'État, désendetté d'un coup de baguette magique. Mauvaise affaire pour ces épargnants qui ont transformé leurs créances d'État en créances privées, qui vont bientôt partir en fumée. Tout va en effet aller très vite. En 1719, la compagnie obtient le privilège de percevoir les impôts indirects et d'imprimer les billets. En janvier 1720, John Law est nommé contrôleur général des finances, l'équivalent de notre ministre du budget, puis surintendant général des finances, notre ministre de l'économie et des finances. Il contrôle donc à la fois le train de vie de l'État et les planches à billets. Difficile de résister à la tentation d'utiliser la seconde pour soutenir le premier. Rien qu'en janvier 1720, John Law fait imprimer l'équivalent de plus d'1 milliard de livres en billets. Rue Quincampoix, rares sont ceux qui s'en aperçoivent. Les Français sont prêts à tout pour devenir actionnaires. Le prix des titres s'envole. De 500 livres, leur cours monte bientôt à 20 000 livres. C'est là qu'intervient quelques nobles, bien pourvus en titres de la compagnie et sans doute mieux informés. À l'image de Louis-Armand de Bourbon, flairant la bonne affaire, il vend ses titres à la plus haute cour, précipitant la chute de John Law et la ruine de milliers d'épargnants. En mars, ils demandent tous le remboursement de leurs titres contre de l'or censé être la contrepartie de leurs papiers. Mais la banque a mis en circulation 2,7 milliards de livres, 50 fois plus que l'or qu'elle a en dépôt. C'est le crack. John Law finit sa vie en exil à Venise. Que reste-t-il de ce système? Peu de choses, en apparence, car cette malheureuse expérience effraie tellement les économistes que Keynes, dans sa théorie générale de la monnaie en 1936, évitera soigneusement de toute référence à John Law, tout en s'inspirant largement de ses travaux. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 8 mars 1716, Charles XII, roi de Suède, envahit la Norvège et prend Christiania, le 20, l'actuelle Oslo, capitale de la Norvège. Durant la Grande Guerre du Nord de 1709 à 1720, la Norvège de Frédéric IV était alliée aux côtés de la Russie contre la Suède. Le 13 avril, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles VI, contracte une alliance offensive et défensive avec Venise et déclare la guerre à l'Empire ottoman de Hamad III qui prendra fin en 1718. Le 5 juillet au 21 août 1716, on voit l'échec du siège de Corfou, possession de Venise par les Ottomans, défendu par Johann Matthias von der Schulenburg. Comme on l'a vu, John Law fut un visionnaire au XVIIIe siècle en créant des billets de banque pour remplacer les pièces de monnaie trop encombrantes et peu pratiques dans les échanges commerciaux, en instaurant un système de crédit, en poussant le peuple à acheter des actions. Mais il a trop imprimé de billets par rapport aux finances des banques. Le monde entier de la finance repose actuellement sur le système de John Law. Les bases en sont les mêmes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.